095. Bon, alors, chers auditeurs, merci à tous ceux qui m'ont envoyé un courriel pour me demander si j'étais kidnappé par une soucoupe volante de Raël. C'est pas le cas. Alors, faut pas s'en faire. Et on reprend le collier aujourd'hui. Et j'ai un excellent invité. D'ailleurs, cet invité-là est un peu sur la sellette. Et ça, c'est un Richard Brouillette. Comment ça va, Richard? Ça va très bien. En forme? Ah, très en forme. Salut, mon Richard. Alors, Richard, c'est pas un petit nouveau dans le domaine. J'ai lu, d'ailleurs, son pédigré, Richard Brouillette, qui a fait des choses assez exceptionnelles au niveau cinématographique. Il a produit 6 longs-métrages, L'Arbre aux branches coupées, Les Désœuvrés, Barbier, une histoire d'homme, Adagio pour un gars de Bessic, Chantier, Les Dames en bleu et Michel Louvain. Avec Michel Louvain live. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je t'ai serré la main. T'es un gars exceptionnel. Et en plus de ça, il y avait Carpe Diem. T'avais Trop, c'est assez. Sur Monsieur Groux. Oui, sur Gilles Groux. Qui, lui, a eu des problèmes de santé. Hein? Il y a eu un accident de voiture grave, oui, c'est ça. Un traumatisme crânien. Là. Et surtout celui que j'ai entre les mains, que j'ai savouré. Je me suis délecté. Et regarde, moi, ici à l'émission roule depuis 8 ans maintenant. Et on parle de ces sujets-là, des think tanks, sans arrêt. On parlait de le Davos, le sommet de Davos. Sommet économique de Davos. On parlait de la Société du Mont-Pèlerin. À chaque année, je fais ça à la fin du mois de janvier, en même temps que les boss, les maîtres, les possédants. Et toi, tu fais l'encerclement, la démocratie dans les rêtes des néolibéralistes. Et tu dis, à un moment donné, dans le document de presse que j'ai reçu, que ça s'est fait suite à une révolte. Pourquoi la révolter, la super calme? Qu'est-ce qui arrive avec toi, Richard? En fait... c'est suite à la lecture d'un éditorial d'Ignacio Ramonet qui s'appelait La pensée unique, qui est paru en janvier 95, parce que ça fait longtemps que ça mijote, qui décrivait grosso modo l'espèce de monopole idéologique qui s'était mis en place suite à la défaite des régimes communistes au début des années 90. Ouais, c'est ça. C'est comme si finalement l'histoire et la science donnaient leurs sanctions au capitalisme. Et à partir de ce moment-là, toute contestation, toute proposition alternative était balayée du revers de la main. On traitait les gens qui avaient des propositions alternatives d'utopistes, de 68 heures attardées, de dinosaures, d'archaïques. Ben oui, t'es bon là-dedans. Irresponsable utopiste, aligné borné, gauchiste irréaliste, 68 heures attardées, dangereux rêveur, passiste frustré et dinosaure. Moi, je suis un dinosaure, la misère à marcher en plus. Mais toi, t'es qui, toi? T'es qui là-dedans, toi? Moi, j'étais un peu tout ça, j'ai l'impression. Mais pas à chaque moment du jour, quand même. Tu t'en laissais pour le week-end. Ouais. Bon. Et la révolte, c'est ça, je voulais essayer de brasser la cage un peu à ce carcan idéologique-là. Et le mot est bien choisi, c'était un carcan. Oui, ça l'est quand même encore un peu. C'est sûr que la crise économique remet les choses en perspective, mais à peine, quoi. Ce à quoi on assiste surtout en ce moment, c'est un remake du bon vieux socialisation des pertes, privatisation des profits. Voilà. Je pense pas qu'il y ait vraiment de volonté de changer en profondeur. Là, on le voit avec, par exemple, le CHUM, la discussion autour du PPP, qui est de la totale bullshit. On l'a vu avec l'UQAM, puis l'îlot voyageur. Ouais, c'est ça. Le promoteur Buzac. Ouais, puis c'est toujours la même chose. C'est l'État qui prend les risques, qui endosse les prêts, mais finalement, c'est le privé qui s'en met plein les poches. Voilà. Bon, ça, il y a pas... Il y a une petite discussion publique, mais je sens pas au niveau du gouvernement de volonté de revenir là-dessus. Et c'est la même chose sur plein d'autres secteurs qui se voient toujours privatisés. Il y a pas de frein à ça vraiment en ce moment. Au niveau d'autres réformes néolibérales qui ont eu lieu, comme je sais pas moi, la réforme du système monétaire international qui fait que c'est les spéculateurs qui fixent les taux de change, l'indépendance des banques centrales, les déréglementations dans les secteurs financiers. On parle de mettre un peu la pédale douce, mais pas d'abolir ou des produits comme les produits dérivés, etc. Ou d'instaurer une taxe Tobin, par exemple,
Taxe Tobin, c'est une taxe sur les transactions financières. On sait qu'ils s'en transigent 2000 milliards bon jour, mauvais jour. Et c'était 0,1%. Ou 0,1%. On leur enlève pas grand-chose. Ben non, c'est ça. C'est tout ce que ça ferait. Puis James Tobin, qui est un prix Nobel d'économie, c'est un capitaliste de chez capitaliste. C'est pas un socialiste du tout. Pas du tout. Lui, il voyait l'avantage finalement de réduire les spéculations à court terme, à très court terme, et qui sont très néfastes, qui déplacent des capitaux énormes, et puis qui finalement n'ont rien à voir avec l'économie réelle. Et qui sont... Là, Richard, pour avoir tout réalisé, tout ce que tu as fait, ces longs métrages-là, quel âge que tu as? 74? J'ai 39 ans. 39 ans? En métrique? Pas en impérial. Mon cher Richard, pour le bénéfice des auditeurs et des auditrices, on va récapituler la machine. On va revenir dans le temps, comme tu le fais si bien dans ton documentaire. Oui. Cher auditeur, les entrevues en noir et blanc, pour le faire. Et en plus de ça, 16 mm. Ça me rappelait le temps de mon grand-père. C'est pourquoi 16 mm? Ben moi, j'aime bien le matériau du film. J'aime bien travailler avec ce matériau-là. Mais en plus, ça donne une espèce de discipline. Parce que, comme ça coûte cher, tourner en film, puis que ça dure pas longtemps, une bobine, c'est 11 minutes, ça t'oblige à beaucoup de précision et de concision. Les gens, maintenant, qui tournent en numérique, ils tournent beaucoup plus, puis ils arrivent au montage avec un paquet de matériel, puis ils savent pas trop, des fois, pourquoi ils ont filmé telle affaire, ou où ils s'en vont, etc. Moi, j'aime bien avoir une idée de où je m'en vais dès le départ. Tout le long du tournage. T'as pris combien d'années pour faire ça, Richard? Ça m'a pris, depuis l'idée de départ, 12 ans, mais c'est parce que justement, comme tu as dit en début d'émission... Hey, messieurs, dames, il a 39 ans, il a commencé à 29. Moi, à son âge, je ne pensais qu'aux Alouettes de Montréal et le Baron Oval. Et lui, il était déjà politisé. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, j'ai 51 ans aujourd'hui, puis je marche clopin. Incroyable. Je suis un vieux de la vieille. Je suis fini. Bravo, Richard, d'avoir commencé si jeune à te soucier de ces choses-là. T'aurais pu vraiment, comme on dit, t'intéresser à les banalités de la vie, hein? Oui, c'est... T'es engagé. Ben non, bravo. Prends-les le compliment et Merci. tu me remettras 20$ à la pause musicale. Mais, mon cher Richard, pourquoi pas nommer les noms au-dessus des personnes interviewées? Je sais, tu l'expliquais dans ton... Ben, tu l'expliquais dans ton chose, mais je voulais te l'entendre dire. Pourquoi tu nommes pas les noms en dessous? Ben, ça leur confère une espèce d'anonymat. Puis j'aime bien qu'ils soient un peu anonymes parce que c'est sûr qu'il y en a qu'on reconnaît. Noam Chomsky, par exemple, la plupart des gens le connaissent, mais pas tout le monde. La plupart. Ouais. Parce que Normand Baillargeon aussi, au Québec. Oui, c'est ça. Mais comme ils sont d'une certaine façon anonymes, ça permet aux gens d'écouter plutôt ce qu'ils ont à dire. Tu voulais qu'ils se concentrent sur le propos. Oui, puis ils préjugent pas de ce qu'ils vont dire, qu'ils présument pas. Ah oui, lui on le sait, c'est un gars de droite. Ah lui on le sait, c'est un gars de gauche. Puis que finalement ils se fassent leur opinion au fur et à mesure du discours des gens. Très bien. Alors, si on y allait avec les origines de ce néolibéralisme. Pour moi, j'appelle ça un archéolibéralisme ou un paléolibéralisme parce que c'est un vieux libéralisme qu'on a mis sur un nouvel emballage pour faire plus séduisant et mystifier les masses. Ça se pratiquait à l'époque de la reine Victoria, l'ère victorienne. Alors ça, c'est rien de nouveau. Et on a déjà connu ce type comme on dit, de capitalisme-là. On l'a connu, mais bon, là maintenant, c'est à la sauce contemporaine. Alors, il y a une origine à ça. Alors, toi, tu commences très bien, tu cibles très bien les origines de ce néolibéralisme-là. On commence avec ce début. Ouais, ben disons, dans l'entre-deux-guerres, d'abord, il y a toute une remise en cause du capitalisme parce qu'il y a eu la Grande Dépression, il y a eu la révolution bolchevique, etc. Il y a aussi les grands totalitarismes qui se mettent en place, le nazisme, le fascisme, etc. Et bon, il y a aussi, c'est ça, la Grande Dépression qui vient constater, les gens constatent en quelque sorte comme en ce moment la faillite du système. Et il y a des intellectuels, des patrons, des syndicats qui vont se mettre ensemble, qui vont réfléchir à ça. Il va d'abord avoir ce qui s'appelle le colloque Walter Lippmann. Walter 1938. Lippmann, ouais, c'est ça, Walter Lippmann. Très important. Oui. Walter Lippmann, c'est un grand journaliste américain.
Et lui, il va un peu présider. C'est le président d'honneur de cette réunion-là qui a lieu à Paris. Mais il y a aussi toutes sortes de tendances à ce colloque-là. Il n'y a pas juste